Il existe une plante consommée par plus d'1 milliard de personnes. Au Kenya, on la trouve dans les supermarchés. En Indonésie, elle est consommée crue. Sur une île grecque où près d'un habitant sur 3 vit au-delà de 90 ans, un record mondial, les centenaires l'assaisonnent d'huile d'olive et la servent en salade. Dans tous les principaux guides de terrain américains, elle est classée comme poison mortel. Le département américain de l'agriculture lui a attribué le nom commun officiel de baie vénéneuse. Il l'a même marqué d'une tête de mort. Au moins 13 herbicides ont été mis au point pour l'éliminer. Alors, comment se fait-il qu'une plante consommée quotidiennement par les populations les plus longévives de la planète ait fini par être classée comme poison? Les archives commencent sur l'île grecque d'Ikaria, dans l'est de la mer Égée. Un lieu où, selon les habitants, on oublie tout simplement de mourir. La lumière du soleil y est différente. Elle caresse les jardins en terrasse taillés dans la pierre volcanique, les murs blanchis à la chaux drapés de Vilia Bugan, les vieillards et les vieilles femmes qui vaquent à leurs occupations matinales avec une lenteur qui ressemble moins à de la fragilité qu'à de la résistance. La Corée de l'Est n'a ni autoroute, ni chaîne de restauration rapide, ni sentiment d'urgence. Elle a pour seuls habitants des personnes qui vivent bien au-delà de l'âge où les tables de mortalité préconisent la retraite. En 2009, un cardiologue du nom de Cryo-U est arrivé sur l'île avec une question et une équipe de recherche. Médecin et chercheur principal à la première clinique de cardiologie de l'hôpital hippocratique de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, Cryo-U avait entendu ces histoires. Tout le monde avait entendu ces histoires, mais elle voulait des chiffres. Elle a recruté 1420 Icariens âgés de 30 ans et plus pour ce qui allait devenir, elle, étude des Icaries, l'une des enquêtes sur la longévité les plus complètes jamais menées en Méditerranée. Les résultats obtenus étaient exceptionnels. Près d'un Icarien sur 3 vit au-delà de 90 ans, soit le taux le plus élevé jamais enregistré sur Terre. L'étude a révélé 20% de cancers en moins que la moyenne en Grèce continentale, environ 2 fois moins de maladies cardiaques, un taux de diabète 3 fois inférieur, et chez les personnes de plus de 90 ans, une quasi-absence de maladie d'Alzheimer contre plus de 40% de prévalence de démence chez les Américains du même âge. Chryso-U et ses co-chercheurs, Christos Pitabos Deozanes Paneaiotikos de l'université Hérakopio d'Athènes, Garasimos Sios et d'autres, ont publié plus d'une douzaine d'articles évalués par des pairs à partir de ces données. En 2014, le maire de l'île a fait de Chryso-U une citoyenne d'honneur d'Icaria pour son travail. Mais ce n'étaient pas les statistiques qui importaient le plus, c'était ce qu'elle a trouvé dans les assiettes. Au cœur du régime alimentaire des Acariens se trouve l'orta, des légumes verts sauvages, cueillis, bouillis et assaisonnés d'huile d'olive et de jus de citron. Plus de 150 variétés poussent sur les flancs rocheux des collines de l'île. Parmi les légumes les plus prisés figure une salade d'été que les habitants appellent stifeno. Ils la cueillent en bordure de jardins et de champs, la font bouillir, l'assaisonnent d'huile de leurs propres arbres et de jus de citron de leurs propres plantations, et la consomment comme les Américains mangent de la laitue, sans chichi, sans crainte, sans y penser à 2 fois. Son nom scientifique est Solanum nigram. En anglais, on l'appelle morel noire, et dans tous les principaux guides de terrain américains, elle est classée comme toxique. La plante que les centenaires ariens consomment aussi naturellement qu'une salade est signalée par un symbole de danger dans les guides Peterson. L'USDA la répertorie sous le nom commun de baie vénéneuse. Les services de vulgarisation agricole des universités ont mis en garde les parents contre ce risque. L'histoire est paradoxale. La connaissance n'a pas commencé avec la aria. Elle a débuté bien avant que quiconque ne songe à la consigner par écrit. Vers 370 avant J-C, un homme nommé Théophraste
directeur du Lyceum à Athènes, élève d'Aristote et considéré comme le père de la botanique, a répertorié la plante dans son Historia Plantarum. Il utilisa le terme grec strychnos. Il accomplit un exploit que la science occidentale ne réitéra pas pendant plus de 2000 ans. Il fit la distinction entre les variétés comestibles et les variétés narcotiques. Cette distinction, pourtant essentielle à la sécurité, était connue depuis 23 siècles. Elle fut simplement oubliée par ceux qui en avaient le plus besoin. Sur l'île de Corée, les vieilles femmes, elles, ne l'oublièrent jamais. Une Aharienne de 108 ans enquit du secret de la longévité de Il et le lui expliqua clairement. Un verre le matin, un verre à midi, et 2 verres au dîner. Beaucoup de légumes et d'air pur de la montagne. Pas de compléments alimentaires, pas de protocole strict, juste des légumes verts et du thym. La préparation grecque de l'orta obéit à un schéma si précis qu'il s'apparente à un rituel. Les feuilles sont trempées dans de l'eau froide, parfois vinaigrée, pendant 20 minutes. On les fait ensuite bouillir dans de l'eau salée jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Pour le stiféno, on jette l'eau de cuisson foncée et on répète parfois l'opération avec de l'eau fraîche. Les légumes sont ensuite assaisonnés d'huile d'olive extra vierge et de jus de citron frais. Ils se servent chauds ou froids, souvent en plat principal, accompagnés de pain et de feta. Simple, réfléchi et d'une subtile harmonie. Mais l'aria n'est qu'un fil. Suivez cette plante vers l'est et le sud, et le fil se transforme en corde, puis en un réseau s'étendant à travers les continents. Au Kenya, les Kikuyu l'appellent managu. Les Luo l'appellent osuga. En Swahili, c'est manavu. Il ne s'agit pas de cueillette, il s'agit d'agriculture, de culture commerciale. La morelle noire est cultivée dans les fermes kenyanes avec des rendements de 8 tonnes par acre et vendue dans les rayons des supermarchés Naivas, Karur et Chandarana, juste à côté du chou frisé. Le ministère de la Santé kenyan est allé plus loin en conseillant aux hôpitaux d'inclure ces baies dans l'alimentation des patients vivant avec le VIH. Au Tamil Nadu, elles sont appelées manakali, ce qui signifie tomates parfumées. Les familles les conservent sous le nom de manatakali ftol, en les faisant tremper dans du yaourt puis en les séchant au soleil pour pouvoir les utiliser toute l'année. Ces baies entrent dans la composition du kirai kotu, du tuvayol, du podi, du dosai, du rasam et du sambar. Dans tout le sud de l'Inde, elles constituent le principal remède traditionnel contre les aphtèes, un usage transmis de génération en génération, à tel point que nul ne se souvient de qui l'a découvert en premier. À Java Ouest, en Indonésie, la plante est appelée leona. On la consomme crue dans le lapin, une salade fraîche traditionnelle. Sauté avec du tourteau de soja fermenté, il devient le tumis onkom loa. Décrit par les critiques gastronomiques sundanais comme une combinaison emblématique, il s'agit d'une préparation crue à base d'une plante que les guides touristiques américains présentent comme mortelle. Plus de 300 variétés sont répertoriées dans des dizaines de langues. Et chaque tradition culinaire utilisant les feuilles est parvenue indépendamment à la même préparation. Faites bouillir les feuilles, jetez l'eau, puis assaisonnez-les avec de la matière grasse et un ingrédient acide. Il maîtrisait la chimie de manière empirique. Des siècles avant que quiconque n'isole les plantes, ces cultures savaient ce qu'elles mangeaient. Elles savaient ce qui était sain et ce qui ne l'était pas. La question est, qu'est-il advenu lorsque la science occidentale a découvert leur savoir? Ce mythe aurait dû disparaître en 1958. Ce ne fut pas le cas, mais les preuves étaient là. Cette année-là, un chercheur allemand du nom de K. Schreiber publia une étude posant une question d'une simplicité désarmante. Quelle est la teneur réelle en alcaloïdes des fruits mûrs de Solanum nigram? Il analysa 22 échantillons de baies de morelle noire européennes arrivées à pleine maturité, une démarche chimique rigoureuse et peu attrayante. Le résultat était sans équivoque.
aucune trace d'alcioïdes. Absolument aucune. Le composé censé conférer à cette plante son pouvoir mortel était tout simplement absent du fruit mûr. Le poison, en réalité, se trouvait dans les baies vertes, à l'instar de la soléine présente dans les pommes de terre vertes. Un autre membre de la même famille que personne ne qualifie de mortel. La découverte de Schreiber aurait dû bouleverser tous les guides de terrain du monde anglophone. Au lieu de cela, elle fut ignorée. L'histoire aurait pu s'arrêter là, une simple correction reléguée dans une revue allemande. Mais près de 60 ans plus tard, à l'autre bout du monde, une chercheuse fit une découverte bien plus spectaculaire. En 2016, Lata Nath, travaillant au Centre de biotechnologie Rajiv Gandhi en Inde, isola une soponine stéroïdienne de Solanum nigram qu'elle nomma UT-tyroside B. Elle l'a testée contre le carcinome hépatocellulaire, un cancer du foie. Les résultats publiés dans Nature Scientific Reports étaient extraordinaires. L'UT-tyroside B s'est révélé 10 fois plus cytotoxique pour les cellules cancéreuses du foie que le sorafenib, le seul médicament alors approuvé par la FDA, Food and Drug Administration, pour ce type de cancer. La CI50, soit la concentration nécessaire pour détruire la moitié des cellules cancéreuses, était de 0,5 humol ll pour l'utéroside B contre 5,8 humol ll pour le sorafenib. Et c'est ce détail qui a tout changé. L'utéroside B ne présentait aucune toxicité pour les cellules hépatiques saines. Il détruisait les cellules cancéreuses sans affecter les tissus sains. La FDA, Food and Drug Administration américaine, a par la suite accordé à l'utéroside B la désignation de médicament orphelin pour le traitement du cancer du foie. Une reconnaissance officielle de l'importance médicale de ce composé issu de cette plante a été accordée afin d'accélérer la procédure d'homologation. Nath n'était pas la seule à avoir fait cette découverte. Entre 2002 et 2014, Kai Lim, de l'Université nationale de Chonum en Corée du Sud, a isolé de la même espèce une glycoprotéine de 150 kAl présentant de puissants effets anticancéreux contre les cellules cancéreuses du sein, du côlon et du col de l'utérus. Première identification systématique d'un composé anticancéreux spécifique dans la morelle noire. Les données nutritionnelles confirment ces résultats. La teneur en calcium, mesurée à 440 pour 100 g de feuilles fraîches, est plus de 4 fois supérieure à celle des épinards et près de 3 fois supérieure à celle du chou frisé. La teneur en protéines atteint quant à elle 5%. Avec 9 g pour 100 g, sa teneur en vitamine A est comparable à celle du chou frisé et nettement supérieure à celle des épinards. Parmi 61 légumes verts, à feuilles, testés à travers l'Afrique, le Solanum nigram arrive en tête pour sa teneur en vitamine A. Dan Buettner, le chercheur à l'origine du concept de zone bleue, affirme que les légumes sauvages d'Afrique contiennent environ 10 fois plus d'antioxydants que le vin rouge. Une plante classée comme toxique par tous les principaux guides de terrain américains ne contient aucune toxine détectable dans ses fruits mûrs, plus de calcium que n'importe quel légume vert courant et un composé suffisamment puissant contre le cancer pour obtenir la désignation de médicament orphelin auprès de la FDA. La question n'est plus de savoir si cette plante a de la valeur, mais pourquoi on vous a dit qu'elle était sans valeur? La réponse est simple, elle est économique. La Solanum est considérée comme l'une des pires adventices au monde. Sa présence est documentée dans plus de 37 cultures réparties dans 61 pays. Aux États-Unis, la concurrence qu'elle exerce sur le soja, le maïs, la betterave sucrière, la pomme de terre et le coton pendant toute la saison peut entraîner une réduction des rendements de 60 à 100%. C'est la raison officielle pour laquelle elle est ciblée. Mais la méthode de ciblage révèle quelque chose que les statistiques de rendement ne montrent pas. Commençons par le nom. La base de données phytosanitaires de l'USDA répertorie le Solanum nigram sous le nom commun de baie vénéneuse, une appellation institutionnelle qui inscrit la toxicité présumée dans l'identité même de la plante.
La FDA ne la considère pas comme généralement reconnue comme sûre. Le guide de jardinage de l'Université d'État de Caroline du Nord, NC State Extension, signale que cette plante a des fruits toxiques, qu'elle est toxique en cas d'ingestion et qu'elle présente un risque pour les enfants. Il ne s'agit pas de blogs marginaux, mais d'institutions auxquelles les Américains font confiance pour les informer sur les plantes comestibles. Les guides de terrain ont suivi. Le guide Peterson des plantes sauvages comestibles, publié en 1977, l'a marqué d'un symbole de danger. En 1982, Elias et Dykman ont classé toutes les solanacées comme toxiques, sans distinction ni nuance. Delena Toll écrivait en 1987 « Je considère la plante entière comme potentiellement mortelle, et je préfère ne pas y toucher ». Henderson, en 2000, écrivait « Bien que certaines solanacées produisent des fruits comestibles, aucun ne vaut la peine de prendre le risque. » 1 milliard de personnes étaient en désaccord, mais les guides de terrain n'en ont pas tenu compte. Puis sont arrivés les herbicides, et pas un ou deux. 13 herbicides répertoriés, dont l'atrazine, le glyphosate, le métallethionéine, l'acétylchlore, le misotrion, le sulfentrazone, le flumioin, le dicama, le gluosinate, la 24-décoline, le pendiméthyline, le paraquat et l'imisapier. Bayer Crop Science publie des guides de lutte spécifiques pour l'éradication de la morelle noire. On ne conçoit pas 13 produits chimiques pour tuer une plante à moins de vouloir absolument l'éliminer. Or, la plante a résisté. Les chercheurs ont documenté la résistance aux triazines dès 1984, lorsque Galubin et ses collègues ont publié le mécanisme génétique dans leurs travaux sur les acides nucléiques. La résistance au paraquat est apparue en Nouvelle-Zélande. Les recherches sur la résistance se poursuivent activement en 2025. Une plante ne développe de résistance aux herbicides que si elle a été aspergée pendant des décennies sur des millions d'hectares. Cette résistance témoigne de l'ampleur de l'éradication. Sam Thier, cueilleur indépendant du Wisconsin, est l'un des experts les plus respectés en matière de plantes sauvages comestibles aux États-Unis, a mis le doigt sur cette contradiction. Il a déclaré « L'ignorance et le racisme ont alimenté ce mythe. » Il ne s'agissait pas de spéculation. En 2020, Akinola et ses collègues ont publié une étude évaluée par des pairs dans la revue Sustainable, documentant les racines coloniales de cette stigmatisation. Leur conclusion était sans appel. Pendant des millénaires, les cultures vivrières indigènes et traditionnelles ont constitué une source essentielle de nourriture pour les communautés. Mais un déplacement de ces aliments s'est produit après la décolonisation, car ils étaient perçus par les colonisateurs en Afrique du Sud comme de la nourriture pour les pauvres. L'article soulignait que les services de recherche et de vulgarisation qualifiaient les légumes-feuilles traditionnels de mauvaises herbes depuis les années 1960. Le racisme a influencé les politiques et les perceptions. On lui a donné le nom vernaculaire officiel de baie vénéneuse. On l'a même représenté par une tête de mort dans le guide de terrain de Peterson. On a mis au point au moins 13 herbicides spécifiques pour l'éliminer. Des bulletins d'information ont été publiés dans au moins 7 grandes universités: Michigan State, Nebraska-Lincoln, Penn State, Colorado State, Washington State, South Dakota State et NC State. Ces bulletins mettent en garde les parents et leur conseillent de tenir leurs enfants éloignés de cette plante. Cette même plante, que des millions d'Africains et d'Asiatiques achètent à prix d'or pour se nourrir, fait l'objet de millions de dollars de dépenses en herbicides aux États-Unis. Elle ne peut être brevetée. Elle ne peut être commercialisée sous une marque. Elle pousse librement dans les sols perturbés. Elle concurrence les cultures commerciales qui, elles, peuvent être brevetées et engendrent une dépendance chimique, mais qui n'ont pas pu effacer la mémoire d'1 milliard de personnes. Maria Bukuta Onyango est née en 1959 à Imatsuli, au Kenya. Elle a grandi en mangeant les plantes que sa grand-mère cueillait. Des légumes verts qui n'avaient pas de nom en anglais dans les manuels scolaires,
Aucune place dans le programme d'enseignement agricole colonial et aucun avenir selon les institutions qui contrôlaient le financement de la recherche. Elle est devenue professeure d'horticulture à l'Université d'agriculture et de technologie Joe Kenyatta. Elle entreprit en 1990 un projet qui allait occuper les 35 années suivantes de sa vie: la réhabilitation scientifique des légumes indigènes africains. Elle se heurta à une forte résistance institutionnelle. Ces légumes étaient considérés comme des aliments de pauvres, des mauvaises herbes, des vestiges d'un régime alimentaire prémoderne que l'agriculture moderne était censée avoir dépassé. Les financements étaient rares. La reconnaissance fut plus lente. Mais Abuka Onyango publia article après article, plus de 100 au total. Elle documenta les profils nutritionnels. Elle standardisa les méthodes de culture. Elle donna une conférence TEDx à Nairobi. Année après année, elle démontra que les plantes que connaissait sa grand-mère n'étaient pas primitives, mais supérieures. Le changement s'est opéré progressivement, puis brutalement. Entre 2011 et 2013, les agriculteurs kenyans ont augmenté de 25% les surfaces cultivées en légumes indigènes. La morelle noire, autrefois considérée comme une mauvaise herbe, s'est retrouvée sur les étals des supermarchés Naïva et Karo de Nairobi, aux côtés du chou frisé et des épinards importés. Le ministère de la Santé kényane a conseillé aux hôpitaux d'intégrer les légumes indigènes dans leur programme nutritionnel destiné aux patients atteints de maladies à haut risque. En 2009, l'Union africaine a nommé Abu Kutsa Onyango meilleur scientifique de son pays. En 2010, elle a reçu l'Ordre de la Lance ardente du Kenya et le 3 septembre 2025, à Dar Sagal, l'annonce est tombée. Maria Bukuta Onyango remportait le prix africain de l'alimentation 2025, doté de 100 000 $, pour son travail de valorisation des cultures indigènes et leur transformation d'aliments de base en superaliments nutritifs reconnus mondialement. Une Kenyane a passé 35 ans à se battre pour rétablir la réputation d'une plante que sa grand-mère consommait sans hésiter. Elle n'avait pas besoin d'un essai clinique occidental pour être convaincue de son innocuité. Elle avait besoin que le monde l'écoute. En 2025, il l'a fait. De l'autre côté du globe, Sam Thier a perçu la même fracture sous un angle différent. Il a écrit qu'il y a probablement plus d'1 milliard de personnes pour qui la belladone fait partie intégrante de leur alimentation, de façon régulière ou occasionnelle. Pourtant, dans les régions du monde majoritairement blanches, en Europe et en Amérique du Nord, le complexe Salanum nigram est largement considéré comme extrêmement toxique. Cette contradiction est flagrante, déconcertante et tout à fait étonnante. Il a ajouté que notre suffisance occidentale est peut-être injustifiée et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un prix ou un bulletin de vulgarisation agricole pour s'en rendre compte. Vous pouvez facilement trouver cette plante. La morelle noire pousse dans les jardins, les sols remués, en bordure de champs et sur les terrains vagues d'Amérique du Nord et d'Europe. Elle est extrêmement commune. Vous êtes presque certainement déjà passé devant. Dans de nombreuses villes américaines, on la trouve dans les épiceries asiatiques et latino-américaines, emballée à côté des épinards. Voici comment la reconnaître. Premièrement, des baies groupées en grappes, semblables à de minuscules raisins, indiquent la morelle noire. Une seule grosse baie isolée indique la belladone. Il ne faut jamais confondre les deux. Deuxièmement, de petites fleurs blanches en forme d'étoile indiquent la morelle noire. De grandes fleurs violettes en forme de cloche indiquent la belladone, une espèce du genre complètement différent, la belladone, Tropa belladana. Troisièmement, une petite plante buissonnante de moins de 1,20 est la morelle noire. La morelle mortelle est une plante haute et ramifiée, mesurant de 1,5 à 2 mètres. À noter, les baies de la morelle noire sont mates et ternes, tandis que celles de la morelle mortelle sont brillantes et luisantes. Attention, ne confondez pas la morelle noire, Solanum nigram, avec la douce amère, Solanum doulamara.
Cette plante grimpante présente des fleurs violettes et des baies rouges vifs. Celle-ci est également toxique. Pour les baies, ne consommez que les fruits noirs bien mûrs, d'un noir mat, légèrement mou et se détachant facilement de la grappe. Jamais vert, jamais partiellement vert. Les baies vertes contiennent une forte concentration de glycoalloïdes et sont réellement toxiques. Les baies mûres peuvent être consommées crues, en petites quantités ou cuites dans des tartes, des confitures et des sauces. Son goût surprend, à la fois sucré et salé, avec des notes musquées de tomates et de myrtilles. Assurez-vous que le fruit soit bien mûr avant de le déguster. Pour les feuilles, cueillez les jeunes pousses ou celles d'âge moyen. Faites-les bouillir dans une grande quantité d'eau pendant 10 à 15 minutes. Jetez l'eau de cuisson par mesure de précaution. Répétez l'opération avec de l'eau fraîche. Ensuite, faites-les sauter, mijoter ou assaisonnez-les d'huile d'olive et de jus de citron, exactement comme on le fait sur un caria depuis des siècles. Faire bouillir les feuilles permet de réduire les risques et de perpétuer une pratique ancestrale. Précaution d'usage. La plante est probablement déconseillée pendant la grossesse. Elle peut interagir avec les anticoagulants, les médicaments contre le diabète et les sédatifs. Les enfants ne doivent la consommer que sous la surveillance d'un adulte. Les personnes sensibles aux solanacées doivent l'éviter complètement. Pendant plus d'un siècle, la science occidentale a qualifié de poison mortel une plante consommée par 1 milliard de personnes, car elle partage le même nom de famille qu'une espèce réellement mortelle, mais totalement différente. Cette confusion a été renforcée par le rejet colonial des traditions culinaires africaines, asiatiques et méditerranéennes. Elle a été consolidée par une industrie agrochimique qui tire profit de son éradication. Sur Aharia, où l'on vit plus longtemps que presque partout ailleurs sur Terre, c'est tout simplement un légume d'été assaisonné d'huile d'olive et de citron. Vous savez maintenant ce qu'ils savent. Partagez cette information, car chaque personne qui apprend la différence entre le Solanum nigrum et la Bella belladonna est une personne de plus que ce mythe ne peut atteindre.